d'être venu, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors le premier sentiment, c'est celui d'une certaine impunité évidemment pour le régime nord-coréen. Aucune sanction n'entrave visiblement cette avancée, cette liberté d'avancer en tout cas à sa guise dans le développement de cet arsenal. C'est une cause perdue, ça, d'essayer de ramener ce régime à la raison aujourd'hui? Je pense que oui. On est maintenant à peu près 2 ans après l'échec des pourparlers entre l'administration Trump et le dictateur nord-coréen. Depuis, la tension ne fait qu'augmenter entre les États-Unis et la Chine sur laquelle les États-Unis comptaient pour justement essayer d'influencer le régime nord-coréen. Aujourd'hui, on voit que, entre les États-Unis et la Chine, c'est la confrontation sur quasiment tous les sujets. Donc les États-Unis ne peuvent même plus compter sur la Chine pour essayer de ramener à la raison Kim Jong-un. Et puis, je crois qu'en plus de cela, il y a aussi le fait que le dictateur nord-coréen essaie de tester, de provoquer les États-Unis, justement, au moment où ils sont testés eux-mêmes sur la scène internationale, sur le dossier iranien, face à la Russie et à l'Ukraine, et évidemment, comme je l'ai rappelé, dans le contexte de la Chine. Donc je crois que Kim Jong-un essaie justement de tester les États-Unis au moment même où ils ont 3 challenges internationaux très importants. Donc ils profitent de cette rivalité quelque part entre la Chine et les États-Unis, parce qu'il y a une sorte de bouclier chinois, on a l'impression en tout cas, dont profite Pyongyang. C'est-à-dire que personne n'osera aller trop loin, en tout cas menacer trop fortement ce pays, tant que Pékin n'aura pas donné son aval finalement. Exactement. La Chine finalement n'a jamais coopéré sur le dossier nord-coréen. Je pense qu'il y a là, du point de vue de la Chine, un calcul qui est froid, et je dirais même cynique, à savoir que la Chine ne veut pas d'un effondrement du régime nord-coréen, puisque cela créerait une vague de réfugiés du côté de la Chine, et donc la Chine préfère le statu quo. Et donc la Chine est finalement le dernier pays qui maintient des relations véritablement avec la Corée du Nord, également sur le plan économique. C'est les relations économiques avec la Chine qui permettent au régime de Pyongyang de tenir bon an mal an en dépit des sanctions américaines. Donc aujourd'hui, le président chinois Xi Jinping est arrivé à la conclusion que de son point de vue, il préfère le statu quo en Corée du Nord, quitte effectivement à ces provocations nord-coréennes avec ses missiles et avec le programme nucléaire qui ne menace pas la Chine, qui est plus un challenge pour les États-Unis et ses alliés dans la région, et cela ne fait qu'arranger finalement les Chinois. Et au-delà de sanctuariser, comme c'est le régime de Kim, à quoi elle sert cette arme atomique aujourd'hui nord-coréenne, en tout cas pour les Coréens, les Nord-Coréens? Est-ce qu'il y a vraiment une dimension de dissuasion avec les États-Unis, ou bien c'est une menace vraiment réelle pour les pays de la région, aussi la Corée du Sud peut-être? Alors, je pense que du point de vue de la volonté des dictateurs nord-coréens, de ces 3 générations de dictateurs nord-coréens qui avaient commencé ce programme nucléaire et qui est arrivé à bout au milieu des années 2000, c'est avant tout pour Kim Jong-un aujourd'hui de protéger son régime d'une menace éventuelle extérieure. Il y a eu, on se souvient dans le passé, des interventions militaires occidentales dirigées par les États-Unis contre des dictateurs, en particulier au Proche-Orient. Donc il regarde ses précédents et il veut protéger sa personne et son régime d'une éventuelle intervention américaine. Donc on se dit que c'est pas impossible une attaque américaine un jour contre le régime nord-coréen? Je pense qu'aujourd'hui le risque serait trop élevé, puisque effectivement Kim Jong-un avec une arme nucléaire pourrait créer des dégâts énormes en Corée du Sud et au Japon. Donc aujourd'hui je ne pense pas que les États-Unis prendront ce risque, et de ce point de vue-là, effectivement, Kim Jong-un a atteint ce but, cet objectif d'immunité. Cette immunité et cette capacité effectivement de menacer les alliés américains de la région, en particulier évidemment la Corée du Sud, mais également le Japon. Parce qu'on parle aussi beaucoup de missiles hypersoniques. Ça, c'est une technologie qui pourrait aussi cette fois donner un avantage stratégique majeur au régime de Kim, notamment face à la Corée du Nord, du Sud, et aussi au Japon. Oui, parce que ça leur permettrait effectivement de délivrer des armes à très longue portée et avec précision. Donc plutôt les États-Unis aussi. Des États-Unis, mais là évidemment ce serait de la folie pour la Corée du Nord de faire une telle chose. Ce serait de la folie également de s'en servir contre le Japon et la Corée du Sud, mais au moins il a cette menace qui le protège. Aujourd'hui évidemment on est très loin d'une logique de négociation qui était encore celle de l'administration Trump il y a 2 ans et qui a échoué comme toutes les tentatives américaines. Je vous rappelle que depuis le président Clinton, toutes les tentatives avec le précédent dictateur coréen, toutes les tentatives d'arriver à un accord avec le régime nord-coréen, malheureusement, ont échoué jusqu'à aujourd'hui. Ouais, effectivement, échec de la diplomatie. Merci beaucoup à vous, docteur Emmanuel Navon.